Nouvelle victoire de Zverev qui écarte Thiem au terme d'un combat tendu, le tableau de Rome qui a réservé un chemin de croix à Nadal et l'interview défaitiste de mon fils. C'est le programme de votre nouveau digest madrilène. Installez-vous confortablement, mettez-vous un petit café en backup. On attaque immédiatement avec le côté réseau. Et on attaque ce côté réseau avec mon analyse du tournoi de Rome. Le tirage au sort a été effectué il y a quelques heures maintenant. On a le tableau final et regardez-moi ça, on a des affiches absolument extraordinaires pour les premiers tours. On va commencer par le roi de la terre battue, Rafa Nadal, un tableau corsé pour le Mallorquin, Sinner en entrée en lice, on a également du Ruud, du Fognini, du Nishikori et aussi du Zverev pour une potentielle revanche de cette défaite à Madrid dans le quart de tableau, donc il faudra être très fort pour Rafa pour s'extraire de cette partie et atteindre les demi-finales. Rafa qui va arriver le mort aux dents sur ce tournoi de Rome, qui va vouloir aussi remettre l'église au centre du village et tout simplement essayer de monter en gamme avant le tournoi de Roland-Garros, qui est son objectif prioritaire bien sûr, je vous apprends rien. Simplement pour l'instant, une victoire à Barcelone dans un ATP 500, mais une victoire de prestige quand même contre Tsitsipas après un match où il aura sauvé une balle de titre. Donc un Rafa Nadal qui sera à observer particulièrement sur ce tournoi, voir comment il se comporte, quel est le niveau de jeu, est-ce qu'il arrive à trouver de la longueur, est-ce qu'il arrive à enfoncer lui ses adversaires plutôt que de défendre. On sait qu'il est plus trop à l'aise dans ses schémas, donc vraiment un tournoi important dans cette route pour un 14e titre à Roland-Garros pour Rafa. Ensuite, dans le haut du tableau, forcément, Novak Djokovic, où se situe le Serbe par rapport à son état physique, à son état aussi de motivation. Ça fait des mois maintenant qu'il est caché comme ça en Serbie. Il a simplement disputé le tournoi de Belgrade, il a perdu en demi-finale d'ailleurs au prix d'un match absolument épique contre Karatsev. Alors son entrée en lice, elle sera très intéressante à suivre, quoi qu'il arrive. Ce sera soit contre Dan Evans qu'il avait battu à Monte-Carlo au prix d'un match assez extraordinaire, soit ce remake du match bizarroïde à l'Open Australie où Novak avait eu cette espèce de blessure / contracture aux abdominaux qui ne l'avait pas empêché d'ailleurs de remporter le tournoi. Donc où se situe exactement Novak? Ce qu'on sait, c'est qu'il va vouloir essayer de se relancer, de maintenir son emprise, son edge mental sur le reste du circuit. Dans son quart de tableau, je vois simplement Stefanos Tsitsipas capable de le battre, donc ça va être très intéressant à suivre aussi. C'est la première fois depuis l'Open Australie qu'on a à la fois Novak et à la fois Rafa dans un tableau, donc quel est le niveau réel de Djokovic? Ça va être l'une des curiosités de ce tournoi de Rome. Ça, c'est pour le Big Two. Sinon forcément, en tant que Français, on a la curiosité de Gaël Monfils qui revient à la compétition après sa conférence de presse larmoyante à l'Open Australie, on l'avait plus revu depuis. Donc Gaël Monfils qui sera opposé à Lorenzo Sonego, donc c'est pas forcément de la tarte. Gaël qui va essayer lui aussi de monter en gamme, monter en régime pour un Roland-Garros, peut-être essayer d'accomplir la prophétie de Günther Bresnik qui avait dit en début d'année que Gaël était toujours capable de remporter un grand chelem. Ça on attend de voir, donc Gaël ça va être très intéressant à suivre. On en parle d'ailleurs dans la reco du jour. Ce qui risque d'être très intéressant, très sympa sur ce tournoi de Rome, c'est que ça risque de fixer une hiérarchie. C'est vrai que depuis le début de la saison on a du mal vraiment à savoir où se situe Rafa, l'état de forme de Novak. On disait Tsitsipas le meilleur joueur, le joueur le plus en forme, le numéro 1 à la race. On a Thiem aussi qui revient. Bref, on a une saison sur terre battue qui est très indécise et Rome risque de pouvoir fixer comme ça une hiérarchie, donc je suis très hypé. Si je devais miser comme ça avant le tournoi, mais c'est très difficile, pour une finale potentielle, je dirais Nadal Tsitsipas avec une victoire finale du grec. Et ouais, on enchaîne avec le camp tactique, 3 clés de compréhension et un fait de jeu pour bien analyser ce match entre Thiem et Zverev cet après-midi. Alors la première clé, ça a été la tentative de Thiem d'essayer de brouiller les cartes en retour de service. On sait qu'il a tendance à décrocher un petit peu sur les services adverses, mais ici le but c'était vraiment de mettre le doute dans la tête de Zverev qui a pu se reposer sur une excellentissime première balle aujourd'hui, donc 78% de points remportés après première balle, c'est quand même assez monumental, ça fait 4 sur 5 et 65% de première balle passée sur l'ensemble du match. Zverev qui n'a pas trop lutté à ce niveau-là, donc Thiem ensuite dans le deuxième set qui a décroché. C'est une tactique qui avait quand même des idées parce qu'on sait que Zverev peut de temps en temps avoir cette tendance à avoir une certaine fébrilité, on l'a vu d'ailleurs un petit peu dans la deuxième manche, mais ça n'a pas suffi. Thiem qui manquait clairement de rythme, qui a fait des grosses fautes, aussi des doubles fautes dans des moments importants, par exemple à 2-1 dans le premier set. On a senti quand même que sur un match comme ça, contre un joueur qui était très en forme cette semaine, il manquait des repères évidents à Thiem et ça n'est pas passé. La deuxième clé, ça a été tout simplement la grande maîtrise de Zverev sur la baseline. Ça fait plusieurs mois que je vous le dis maintenant, Zverev c'est l'un des meilleurs baseliners du circuit à l'heure actuelle, peut-être le deuxième juste derrière Novak Djokovic. Donc quand il est campé sur sa ligne, quand il peut distribuer les coups, il est extrêmement redoutable. En plus, on l'a vu essayer de mixer un petit peu dans cette rencontre, il a fait des slices, il a aussi parfois un peu plus bombé ses attaques avant de lancer des flèches. Ici on le voit dans une de ses positions préférentielles en revers croisé, donc il va faire mouche forcément dans cette séquence. Quand la balle
balle lui arrive à hauteur d'épaule, comme c'est le cas à Madrid, hein, les conditions elles sont parfaites pour lui, il se régale. Il arrive à distribuer des deux côtés, que ce soit en revers ou en coup droit, même s'il y a encore forcément quelques légères lacunes. En coup droit, c'est pas son coup phare, c'est vraiment en revers qui s'exprime le mieux. Et là, ici, comme sur cette palette, eh bien, il a creusé des tranchées, il a fait extrêmement mal à Thiem, qui a eu du mal à installer son jeu et qui a été souvent mis sur le reculoir. La troisième clé, la qualité de déplacement de Sacha Zverev sur terre battue, qui est vraiment remarquable pour sa taille. 1m98, on le rappelle, 90 kg aussi, donc c'est un beau bébé. Moi, ce que j'ai particulièrement apprécié dans ce match, c'est sa capacité après les frappes, de tout de suite remonter d'un mètre, de lire le jeu, de comprendre ce que va faire Thiem, d'anticiper, par exemple juste ici, il va se retrouver dans cette zone-là pour frapper son prochain coup, donc il est très bon en lecture de jeu, il sait comment se placer, il sait aussi comment glisser, donc c'est un joueur qui est extrêmement redoutable sur cette surface. C'est peut-être aussi une surface qui lui laisse le luxe de faire des doubles faux de temps en temps, de ne pas paniquer sur ses services parce qu'il sait qu'il pourra débreaker, donc vraiment un monstre physique Zverev, préparé, on le rappelle, hein, avec Jez Green, l'ancien préparateur d'Andy Murray qui avait complètement transformé l'Écossais. On le rappelle également, après Munich, il avait été très déçu de la qualité de son service et du coup il avait travaillé pendant 3-4 jours avant de se rendre à Madrid pour améliorer ce secteur, donc un Zverev prêt et je pense en route vers le titre sur ce tournoi. Et terminons ce coin tactique avec le fait de jeu du jour et encore une fois une polémique avec l'arbitrage vidéo, le Fox 10 plus précisément. Ici on voit Zverev vérifier la marque de l'autre côté du filet avant de procéder à son challenge. Logiquement, dans la règle, vous devez challenger dans le rythme de l'échange, vous n'avez pas le droit de passer 15-20 secondes à vérifier la marque avant de pouvoir faire votre challenge. C'est aussi ce que Nadal avait fait hier d'ailleurs, donc c'est pas le seul Zverev à le faire. Donc on a un problème manifeste avec l'utilisation de l'arbitrage vidéo sur terre battue parce que vous avez des marques sur cette surface. Donc les joueurs ont nécessairement cette tentation d'aller vérifier, mais tu peux pas non plus en tant qu'arbitre empêcher aux joueurs d'aller checker la marque. Donc en fait c'est la quadrature du cercle, je pense que c'est tout simplement intenable d'utiliser l'arbitrage vidéo sur cette surface spécifiquement. Donc à mon sens on ne devrait pas l'autoriser sur terre battue, voilà, je pense que ça crée trop de flou. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on enchaîne, si vous le voulez bien, avec la reco du jour et cet article de Paris Match. Alors d'habitude on fait des pronostics pour les matchs qui suivent, là c'est vraiment une lecture que je vous invite à accomplir, il y aura le lien dans la description. Donc Gaël Monfils qui s'épanche sur sa carrière, il commence à déjà y avoir un bilan avec un peu d'amertume pour Gaël. Si on n'a pas gagné de Grand Chelem, c'est qu'on était moins fort. Une partie qui est très intéressante pour moi, c'est ici, quand il dit « on n'a pas été assez fort, je sais que j'ai eu l'image d'un joueur qui n'était pas bosseur, j'ai souvent entendu dans ma carrière « Gaël, tu aurais pu faire ci, tu aurais dû faire ça », vous savez comment je prends ça? Comme si on m'avait dit « mais t'es pas un peu con en fait? Vous pensez que si j'avais pu gagner 15 Grands Chelems, je me serais gêné? C'est ça que les gens ont du mal à comprendre. Si je ne les ai pas gagnés, c'est parce que je ne suis pas si fort que vous le pensez. » Ça je trouve très intéressant. On a voilà, une interview qui est réaliste mais aussi un peu défaitiste, je trouve, sur le niveau des mousquetaires. Alors il dit clairement qu'il était moins fort que les Cilic, que les Wawrinka, que les Del Potro. Ça je vous laisse en juger sur le potentiel global. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas forcément de remise en question sur cette interview. C'est vraiment une interview qui dit bah voilà, j'étais moins bon que les autres et c'est pour ça que j'ai pas gagné de grand titre. Mais est-ce que le niveau d'un joueur est annexé sur le fait qu'il ait gagné un Grand Chelem ou pas? Ça c'est aussi une question qu'on peut se poser dans les commentaires. Gaël au final c'est une carrière qui a été régulière dans le top 10, dans le top 15, donc c'est une carrière de très haut niveau, c'est une carrière réussie selon ses propres termes. Donc ça dépend comment est-ce que vous placez les objectifs. Ça je vous laisse en discuter entre vous. Est-ce que Gaël Monfils a réalisé une excellente carrière ou pas? Est-ce qu'il aurait pu faire mieux? Nous on se retrouve demain pour débriefer la finale de Madrid et d'ici là portez-vous bien, prenez soin de vous.